Alors Florence, merci déjà de m'accueillir chez toi, dans ton atelier. Je suis très contente de te rencontrer. Mais moi aussi, Kenza, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, on a plein de choses à se raconter parce qu'on est touchés par la beauté du monde. On a des choses en commun par rapport à l'art, par rapport à l'esthétique. Et moi, j'avais vu ton travail il y a une bonne dizaine d'années. Il m'avait tout de suite frappée et émue. C'est gentil. Et du coup, c'est fou de voir que la vie nous mène finalement l'une vers l'autre à travers cette pause café que je suis ravie de faire avec toi. Moi aussi. Et voilà, on a des petites choses à se raconter. Moi, j'aimerais déjà en savoir un petit peu plus sur ton parcours en tant qu'artiste, en tant que peintre, en tant que sculptrice aujourd'hui. Tu dirais ça comme ça, sculpteur, sculptrice? Oui, en tant que bricoleuse artistique. Un parcours peut-être un peu pas atypique, en tout cas je suis autodidacte et je pense que comme j'ai grandi dans plein de pays d'Afrique et voilà, une enfance un peu vagabonde, un peu à découvrir les cultures des uns et des autres, d'apprendre par les autres. Et donc tu dirais que ce parcours un petit peu atypique, en tout cas hors des sentiers battus, a forgé un peu la personne que tu es, surtout l'artiste que tu es. Ça a eu une incidence, j'imagine, un impact sur tes créations, sur ton envie de transmettre quelque chose, sur ton envie de dire un peu ce qui se passe à l'intérieur. Je dirais que, en fait, ayant eu cette enfance en bougeant un peu partout, ça m'a surtout amené une certaine liberté et qu'il était difficile pour moi d'envisager le fait que j'aille travailler dans un bureau et il me fallait quelque chose qui me laisse très libre. Voilà. Après, j'ai fait aussi beaucoup de danse et je pense que je joue beaucoup, en fait, ce travail de sculpture est beaucoup dans la gestuelle et je joue beaucoup avec tout ce qui est architecture. Donc, je viens, comment dire, jouer avec les espaces. Voilà. Qui me laisse justement une totale liberté, comme si c'était de la danse en fait, dans un espace. Et ça fait écho avec ton enfance passée en Afrique? Oui, parce que beaucoup de danse justement, toute cette danse africaine, toute cette liberté du corps, du mouvement. Oui, je pense que ça m'a amené aussi beaucoup de choses dans ce travail de sculpture et d'installation. Par rapport au monde occidental, tu as pu sentir et ressentir et même vivre, expérimenter cette liberté dans le corps en Afrique, cette liberté du corps, même cet investissement du corps. Le corps est investi, le corps est vécu pleinement, alors que c'est vrai que dans le monde occidental, c'est un petit peu plus compliqué, le corps est plus bloqué, un peu plus noué, on a du mal à le vivre pleinement. C'est pas le cas en Afrique? Non, pas du tout. C'est pas le cas en Afrique. Et je dirais aussi que au Maroc, j'ai découvert la danse orientale. Et là aussi, j'ai découvert le féminin et l'extrême sensualité de cette danse. Un jour, j'ai rencontré Tsunami, qui était une chérate. Et quand je l'ai vue danser, alors que c'était quelqu'un avec un embonpoint, et quand je l'ai vue danser, j'ai découvert sa gestuelle, la façon dont elle mettait son micro, dont elle roulait son vêtement pour son mouvement de hanche. Oh, je me suis dit, mais c'est magique, c'est magnifique, ça transpire, le féminin et l'érotisme transpirent. Et dans cette liberté-là, c'est ça? C'est-à-dire de passer par-delà l'image du corps, quel que soit le corps, pour aller trouver cette liberté de s'exprimer, d'être pleinement dans ses sens, que toi tu appelles sensualité en fait, d'être pleinement dans ses sens, dans le toucher, dans le corps en fait, d'habiter son corps. C'est ça qui t'a interpellée? Oui, énormément. Alors après l'Occident, il est vrai que j'ai pas grandi en France, mais quand on écoute des chansons françaises, c'est beaucoup la parole en fait, c'est parler. Mais t'as pas de rythmique, en fait.
C'est-à-dire que c'est vraiment l'intellect d'un côté, tout ce qui est cérébral. Tout à fait. Et que les Français font très bien, même si on n'a pas du tout envie de faire de généralité. Mais c'est vrai qu'il y a toute une dimension intellectuelle en France qui est riche, dimension culturelle. Et en même temps, en Afrique, depuis le plus jeune âge, moi je sais, pour l'avoir étudié au fil de mes années de psycho, que le rapport au corps est différent depuis le plus jeune âge du bébé. Quand il arrive au monde et qu'il est entre les mains de toute la famille, on lui donne le bain, on le masse, on investit son corps, on le suspend par les pieds. Et j'ai appris que ce geste très intuitif avait une incidence réelle en fait sur le corps et prouvée scientifiquement, c'est que ça vient stimuler les canaux vestibulo-labyrinthiques dans l'oreille interne qui sont responsables de l'équilibre. Et qui permettent à ces enfants africains de marcher beaucoup plus tôt qu'un enfant occidental, entre guillemets. Et c'est peut-être aussi à travers cet investissement du corps qu'en Afrique, on trouve beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Mais j'entends ce que tu dis quand tu me dis, voilà, c'est le corps d'un côté et le cérébral, l'intellect de l'autre. Oui, c'est vrai. Hein. Et l'idéal, c'est d'amener les deux ensemble. Oui, la communion des deux. Oui. Alors, comment est-ce que ça communie chez toi entre ce que tes œuvres disent, ou en tout cas toute ta démarche au niveau psychique, au niveau de ce que ça symbolise, au niveau intellectuel même, et la matière, le côté organique de tes œuvres qui est très présent, que ce soit dans tes tableaux ou dans tes sculptures, il y a quand même tous ces matériaux, on sent que c'est plein d'aspérité, que ça raconte des choses, que la matière est vivante. Parce que j'utilise le papier, et le papier est une matière vivante. Et ce qui permet que ce soit très... en plus, ça va vibrer différemment, ça va un peu évoluer aussi avec le temps. Il y a... Bon, tout mon travail est autour du papier parce qu'il y a sa fragilité aussi. Et j'utilise beaucoup la lumière à l'intérieur de mes sculptures. Parce que ça m'amène une espèce d'élévation ou de quelque chose de beau. On en a parlé tout à l'heure. Le beau est essentiel, malgré... Je sais pas, ça nous amène quelque chose de reposant, et puis je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin de vraiment de choses belles. Absolument. De choses qui nous apaisent en fait. Toi aussi, Kenza, dans tes retraites où tu cherches le beau, tu cherches aussi la communion avec les autres, l'élévation, le partage avec les gens autour de toi. Absolument. Je pense même que pour que ce partage puisse se faire et qu'on se sente vraiment en sécurité dans une safe place, il faut un écrin, il faut un espace contenant. Et à mon humble avis, plus l'espace est beau, en tout cas, plus il est apaisant, harmonieux, reposant, nourricier pour l'âme, et plus on a envie d'y rester, plus on est présent. Pour moi, la beauté, c'est vraiment cette accroche à l'instant présent. Quand tu es devant une œuvre d'art et qu'elle te happe, qu'elle vient te remuer de l'intérieur, qu'elle te touche, tu n'es nulle part ailleurs que devant cette œuvre d'art. Pareil devant un coucher du soleil. Tu regardes un coucher du soleil, et Charles Pépin le dit très bien, je ne sais pas si tu connais ce philosophe, qui dit que, j'avais écouté, il me semble, ou lu quelque chose où il disait que la beauté mettait tout le monde d'accord. Et que quand tu passes devant un coucher du soleil, tu dis pas « Ah, je trouve ça beau », tu dis « Ah, c'est beau ». Oui. Et j'avais trouvé ça très pertinent. En gros, oui, la beauté, c'est de l'amour en partage. Il le dit et ça me parle. Et pour moi, c'est vraiment l'accroche à l'instant. Tu es devant de la beauté, tu as envie d'être nulle part ailleurs. Donc créer des espaces beaux, c'est créer des espaces contenants, des espaces d'amour, des espaces sécurisants où ensuite tout peut advenir et les masques peuvent tomber et on peut se livrer, déposer ce avec quoi on est venu et repartir rechargé. Oui, tu vois, tu me fais penser à une chose. Ma mère, un jour, elle était au Laos sur son vélo et il y a eu, comme tu dis, un coucher de soleil incroyable. Et là, elle a dit, je suis sur un moment de grâce. C'est ça. C'est des moments
des moments où tu te dis le divin est là, en fait. Mais oui, et des moments où le temps s'arrête. Oui. Et tu vois, c'est pour ça que pour moi, c'est méditatif. La beauté amène à un état méditatif. Contemplatif, mais méditatif dans le sens où tu es totalement présent. Parce qu'après tout, la contemplation est aussi une forme de méditation. À partir du moment où tu es pleinement présent et pleinement dans tes sens, dans ce que tu vois, dans ce que tu ressens, c'est une méditation en soi. Complètement. Et c'est ces instants d'éternité qui arrêtent le temps, qui pour moi comptent et expliquent l'intérêt aussi de créer de la beauté, d'infuser de la beauté dans notre monde et autour de nous. Et tu vois, tu parles de lieux qui t'amènent à de lieux beaux où il y a quelque chose en fait, et ça t'amène vraiment à une autre dimension. Moi, j'ai la même chose quand je fais des installations monumentales dans des lieux cultes, où là, il y a une espèce d'énergie et de choses un peu mystiques même, et qui amènent vraiment quelque chose de l'élévation et... Alors, ce que tu fais, excuse-moi de te couper, tu fais aussi, tu mets des installations, tu poses des installations dans des lieux mystiques. Tu disais, ça peut être quoi, des cathédrales, des églises? Exactement, oui. Cathédrales, églises, des lieux abandonnés aussi. Oui. Mais souvent, ils sont chargés d'une émotion, enfin, chargés d'une histoire, chargés d'émotions. Du coup, ça amène quelque chose de... Quand tu as des vitraux, des choses, et puis que tu as une installation au centre, et avec la lumière, si tu veux, qui passe à travers ces vitraux et qui viennent frapper sur l'installation, ça donne vraiment des choses... Tu quittes ton enveloppe, tu es vraiment dans l'âme, en fait. Alors justement, ça m'intéresse de savoir en quoi est-ce que ce passage de l'ombre à la lumière, de la matière à l'esprit, au spirituel, qu'on retrouve à travers ton œuvre, puisque tu as commencé avec beaucoup de corps, des tableaux à l'époque. Oui. Je ne vais peut-être pas dire torturés, mais en tout cas, tu vois, dans une posture de je ne sais pas trop comment dire ça d'ailleurs. Comment tu parlerais de tes tableaux à l'époque? Je dirais qu'à l'époque, mes tableaux étaient surtout des nus féminins. Peut-être pour parler de la féminité, de la nudité. Peut-être c'était aussi un petit peu moi dans tous ces corps, en fait. Et c'était des corps, malgré tout, je trouve, assez figés. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai quitté cette enveloppe corporelle. Oui. Je m'en suis extraite pour aller plus vers des choses intérieures. Peut-être parce que c'est une autre phase de ma vie, en fait. Et d'où, je pense, tout ce travail d'aujourd'hui, qui est pour moi, je dis, c'est très organique. Donc, ça peut être animal, végétal... En fait, ce que je considère que nous sommes, c'est-à-dire une fois que ce corps, que l'on décède ou peu importe, pour ma part, c'est des petites particules organiques et on flotte tout autour dans cet espace. Mais ça, c'est ma propre... C'est l'histoire que je m'en fais. Mais... Oui, on est poussière d'étoiles, hein, c'est aussi prouvé. Mais c'est magnifique ce que tu dis, parce que ça résonne beaucoup avec ma conception du chemin spirituel. Parce que pour moi, il n'y a pas d'élévation sans incarnation. On ne peut pas s'élever si on n'est pas déjà ancré. Et tout le travail spirituel, à mes yeux, commence par le corps avant de monter dans l'esprit, dans la conscience. La conscience est la conscience universelle. Tu ne peux pas aller dans l'esprit sans en passer par le corps. Ne serait-ce qu'à travers le travail psychocorporel, le travail de souffle et de respiration, le travail de méditation. On est quand même pleinement dans l'incarnation, dans le corps, dans le ressenti, dans les sens. Tu parlais de sensualité, et c'est drôle de parler de sensualité autour d'un café, parce que je trouve que le café est aussi riche de sensualité, de sensorialité. Mais, et il est très esthétique. Hein, il est pas mal, oui, c'est vrai. Mais oui, ça me parle parce que ton propre chemin fait écho à ce chemin-là, qui serait le chemin spirituel de tout un chacun, commencer par l'ancrage et monter en conscience.
En tout cas, ça a été mon chemin à moi. C'est un énorme travail en même temps, Kenza, parce que moi, j'ai fait un peu de... Oui. J'ai fait quelques retraites. À l'époque, ça s'appelait l'art de vivre, je crois. Et avec la respiration, les choses comme ça. Mais c'est vrai que je dirais que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire au quotidien, parce que c'est pas une fois de temps en temps, et que c'est un travail énorme de prendre conscience de plein de choses, en fait, comme tu dis, qui nous ont formés ou qui nous ont dérangés, qu'on ne sait même pas que ça nous dérange, mais d'aller les fouiller pour les trouver. Et pour en prendre conscience, justement. C'est très difficile, en fait. C'est quelque chose de vraiment... Qui demande du courage. Oui, beaucoup. Oui, parce que ça va te remuer énormément. C'est intéressant parce que tu parles beaucoup de féminité et dans tous ces espaces, tu le vois toi-même puisque tu es allée en retraite, on a toujours plus de femmes que d'hommes. Et c'est dire à quel point le courage est souvent féminin. Parce que les femmes ont le courage de venir remettre en question leur vie, leur place dans le monde, qui est parfois moins évidente que celle d'un homme, sans dire que celle d'un homme l'est. On a tous nos parts enfin nos batailles. Mais c'est vrai que les femmes viennent travailler sur elles-mêmes. Et quand j'ai des hommes qui viennent, je les salue. Je salue leur courage parce que les hommes prennent souvent, sans généraliser encore une fois, mais les choses telles qu'elles sont. Et puis, biologiquement et dans la vie, socialement, ils ont peut-être moins de choses à remettre en question. Une femme a des choses, peut-être traverse des épreuves, ne serait-ce qu'au niveau biologique, moins évidentes, et plus de haut et de bas, hormonalement, physiquement, tu vois. Tout à fait. Et il y a donc, les enfants aussi. Les enfants, l'accouchement, les menstruations, la ménopause, le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants toute une vie, beaucoup de choses qui font que la vie d'une femme est plus en dents de scie, mais que du coup, dans cet inconfort-là, on va chercher à s'en extraire, puisque c'est jamais agréable, l'inconfort, mais que du coup, c'est en essayant de s'en extraire que ça bouge et que donc on travaille sur nous-mêmes, qu'il se passe quelque chose. Mais il faut quand même du courage. Beaucoup. Et dans tous les cas, rien de ce qui reste caché ne peut guérir. Et du coup, aller trifouiller à l'intérieur, c'est aussi, et encore la seule façon d'amener les choses à la lumière, comme tes œuvres, et de permettre un travail de guérison. Et j'aimerais justement te demander en quoi est-ce que tes œuvres te permettent peut-être de guérir de certaines choses ou sont pour toi thérapeutiques. Qu'est-ce qui, à quel moment de ta vie et autour de quelles épreuves, et pardonne-moi si je touche à des choses personnelles, mais ça m'intéresse d'en savoir plus sur ton parcours personnel, sur des choses qui t'ont fait vibrer ou qui t'ont touché ou qui t'ont remué. En quoi et à quel moment de ta vie ces œuvres t'ont permis de guérir ou en tout cas de sublimer une réalité qui était peut-être difficile ou un petit peu compliquée? Oui, je dirais que, bien sûr, on perd tous quelqu'un qui nous est proche et qu'on aime énormément, mais quand j'ai perdu mon père, donc qui travaillait au Laos, ça a été quelque chose de très particulier, où en même temps tu es anéanti, et en même temps le passage dans leur tradition, comme s'il y a plusieurs vies, et le passage il disait bon voyage pour votre prochaine vie. En fait, c'était vraiment autre chose en fait. Et de là, j'ai commencé à travailler ces sculptures en fait lumineuses, comme quelque chose qui transcende l'enveloppe charnelle, l'incarnation et la matière pour aller vers la lumière. Oui. Je te sens émue quand on parle, non? Oui, parce que en fait, si tu veux, ce qui est assez incroyable, c'est que tu as des enfants qui jouent, tu as les ladyboys qui se déplacent, tu as les arbres avec des papillons. Donc toute la vie est autour. Oui, la vie qui continue. Voilà. Donc, c'est beau. Oui, parce qu'on sait, on est tous de passage. Oui. Mais du coup, il y avait une vraie symbolique en fait. Oui. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, je cherche des choses vraiment organiques, avec cette lumière ou
qui me permettent de continuer cette élévation en fait. Voilà, mais... C'est venu te réconforter dans ta quête de sens à ce moment-là? Oui, parce que je crois que je la continue en fait maintenant. Cette autre chose en fait, voilà, que je ne touche pas et que j'arriverai pas à toucher, mais qui m'emmène vers autre chose de plus, peut-être de plus calme aussi. Voilà, je dirais que c'est ça. Et puis bon, comme je dis, un artiste c'est un enfant, donc il bricole et puis il part dans son jeu en fait de construction. C'est marrant que tu fasses cette comparaison avec l'enfant, j'aime beaucoup, ça me parle. Moi je travaille beaucoup sur l'enfant intérieur. Qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu ressens par rapport à l'artiste et l'enfant en fait? En quoi est-ce que l'artiste est un enfant? C'est cette dimension manuelle aussi? Oui, je pense. Ou cette dimension de vérité aussi, de spontanéité? Je dirais de spontanéité, mais manuelle. Parce que si tu veux, quand je suis dans mon atelier, tout d'un coup, je vais voir un truc qui n'a pas de sens dans mon travail, mais je vais l'intégrer parce que je vais me dire ah, mais ce bout de papier sopalin avec cette couleur rouge dessus, c'est incroyable, et je vais l'intégrer. Donc, chaque chose. Et puis, il est vrai que même quand je circule dans la ville et tout, je vais voir des choses, même si je suis avec des amis, ils ne vont pas du tout voir les mêmes choses que moi. Tu peux dire qu'il y a quelque chose de très intuitif, la machine qui réclame notre attention. Oui, qui est en train de dire « Vous pouvez vous reprendre un petit café, s'il vous plaît ?» Deuxième café, on arrive. On arrive, je t'ai vu, elle est très attentionnée en fait. Ah ouais, elle est non. On arrive, merci. Tu veux dire qu'il y a quelque chose de très intuitif, c'est ça? Oui, je pense. Et les enfants, on le sait, ils sont de grands maîtres spirituels, ils sont connectés, profondément connectés à leur intuition. Moi, je sais que mon fils a été, encore une fois, une inspiration dans le sens où il ressentait des choses que moi je mentalisais et que donc je m'empêchais de voir ou de ressentir. Et en fait, il n'avait pas tort. C'était même lui qui avait raison. Moi, je te parle de choses énergétiques comme des lieux ou des personnes. Oui. Tu vois. Et c'est vrai que l'enfant est directement en contact avec son intuition. C'est presque animal. Exactement. Et je crois que c'est ça que tu retrouves dans cette création, c'est ça? Oui. Le côté manuel et le côté instinctif et spontané. Je vais te lire un texte. Tu vas me dire ce que tu en penses. Parce qu'en parlant de manuel, j'ai un très beau texte que j'ai déjà cité, que je cite parfois sur mes retraites, qui est un texte de Elena, attends, je vais te le retrouver, Elena Barnabé, et qui dit, écoute, je cite, « Grand-maman, que faire avec la souffrance? Utilise tes mains, mon enfant. Si tu utilises ton mental, la souffrance s'atténue. Mes mains? Oui, nos mains sont les antennes de notre âme. Quand tu les utilises en cousant, en cuisinant, en peignant, en touchant le sol ou en les plongeant dans la terre, tes mains envoient des signaux d'amour au plus profond de toi et ton âme se calme. Et elle n'a plus besoin de la souffrance pour que tu prennes soin d'elle. Les mains sont-elles vraiment si importantes, grand-mère? Oui, pense au bébé. Il découvre le monde en le touchant. Quand tu regardes les mains des personnes âgées, elles t'en racontent davantage sur leur vie que n'importe quelle autre partie de leur corps. Il est dit que tout ce qui est fait main est fait par le cœur, parce que c'est vrai, les mains et le cœur sont connectés. Les masseuses le savent, quand elles touchent le corps de quelqu'un avec leurs mains, elles créent avec cette personne une connexion profonde. C'est vrai. Pense aux amoureux, quand ils se prennent la main, ils subliment leur amour. Grand-maman, depuis combien de temps n'ai-je pas utilisé mes mains de cette façon? Peu importe, utilise-les mon enfant, crée de tes mains, et tout à l'intérieur de toi se transformera. La douleur ne disparaîtra pas, mais elle se métamorphosera en la plus merveilleuse des œuvres d'art. Elle ne te fera plus souffrir parce que tu auras réussi à embellir ton essence. Et ça te parle? C'est quelque chose qui te parle, ça, ça rebondit et ça résonne avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au deuil de ton papa, mais cette idée de transmutation, de sublimation, pour pas dire du monde, de notre petit monde, de notre réalité en quelque chose de plus poétique, plus symbolique. Oui, alors je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, avec notre petit monde, parce qu'effectivement,
je ne suis pas dans l'universel, mais cette idée de construire quelque chose avec nos mains, mais ce qui est dit dans le texte avec le cœur, c'est ce que j'essaye de faire effectivement dans tout ce travail de sculpture, d'être sincère en fait avec ce que je veux dire. Voilà. Et ce texte dit que quand on plonge nos mains et donc les antennes, le prolongement de notre cœur dans la matière, ça vient penser des blessures. La souffrance n'a plus lieu d'être puisqu'on la transmute, on la transforme en quelque chose de plus grand, de plus beau et qui change effectivement notre perception du monde. Peut-être pas le monde, mais la façon dont on le perçoit. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, c'est quand tu te plonges dans ce travail de recherche artistique, eh ben tu t'exclus aussi du monde et de l'extérieur. Donc de tes souffrances, ou tu pars dans complètement autre chose, tu deviens en fusion avec ton travail. Tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est partir de la matière pour monter en conscience et en amour. Oui, ouais. Tout à fait. Ouais. Pour toi aussi, non Kenza? Je pense que... Quelle est ta conception de l'art, justement? Écoute, pour moi, l'art, c'est à la fois quelque chose qui parle de notre propre vérité. Et en même temps qui est quelque part nécessairement fait pour toucher. Tu vois, je ne crois pas en ce truc de l'art pour l'art. Bien sûr qu'il y a une gratuité dans l'art. Une gratuité sans laquelle une œuvre d'art ne serait pas appelée œuvre d'art, si elle était destinée à autre chose qu'à elle-même. Tout à fait. Donc il y a quelque chose de profondément intime dans l'art, quelque chose où on vient livrer notre propre vérité, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous émeut, ce qui nous travaille, ce qui nous remue de l'intérieur. Et en même temps, comme toute œuvre née d'un être humain, je pense qu'en tant qu'être humain, on a besoin de connexion les uns avec les autres. Tout à fait. Et lorsqu'on travaille à créer, je pense qu'on a tous besoin quelque part que ce soit reçu, que ça touche. Alors même si c'est parfois mal compris ou que ça déplaît, mais au moins c'est reçu quelque part, au moins c'est vu. Et je pense que le regard est la nourriture de la vie, tu vois, d'aller toucher les cœurs et le regard de l'autre. Tout à fait. Et donc pour moi, l'art a ces deux dimensions-là de profondément intime et en même temps inter-individuel, d'aller toucher l'autre, tu vois. Oui. C'est comme ça que j'en parlerai en tout cas. Il y a ces deux dimensions-là entre l'intime et l'altruiste presque, tu vois. L'art va venir faire du bien aussi aux autres, va venir proposer un regard sur le monde, proposer un peu de poésie, faire du bien, aider à guérir, que ce soit un livre, un tableau ou une œuvre musicale. Complètement, oui. Et d'ailleurs, c'est une dimension que j'inclus dans mes retraites. Je ne sais pas si tu as pu... Si j'ai pu un peu voir aussi ce que tu fais. J'ai vu effectivement que tu as la musique, absolument. Tu as les sons, absolument. Tu as le silence. Ouais. Absolument, le silence aussi est riche et en dit long. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime amener aussi des musiciens, j'aime chanter, j'aime vibrer. Pour moi, c'est vraiment ouvrir les cœurs et vibrer ensemble, c'est de la beauté en fait. Tout à fait. Cette beauté de l'instant où on est ensemble à l'unisson. Et tu vois, ça aussi, c'est ce côté humain de connexion que permet l'art. Alors oui, j'amène des musiciens dans mes retraites. J'ai la dimension aussi de la danse. Parfois, je fais intervenir des professeurs de danse. Parfois, on danse de façon beaucoup plus intuitive. Et puis, j'ai pas mal d'intervenants qui viennent pour faire des choses artistiques aussi. Et je pense que la démarche même d'aller au cœur de sa vérité est presque une démarche artistique en soi. C'est une démarche de travail, mais après tout, quand on parle d'œuvres d'art, on imagine le travail que ça représente. C'est pas jeter quelque chose sur la toile et prétendre qu'il y a un travail derrière une œuvre. On parle bien d'œuvre. Œuvre égale travail. Tu vois, même au niveau de la définition de ce que c'est qu'une œuvre. Œuvrer, c'est travailler. Oui.
Et aller au cœur de soi-même, de sa propre vérité, pour moi, c'est un travail artistique aussi. Dans le sens où, encore une fois, quand tu es artiste, tu livres quelque chose de profondément intime. Tu vas puiser dans ta vérité. Tout à fait. Et tu vas livrer au monde quelque chose de tellement personnel. Et c'est un petit peu ce qui se passe pendant ces retraites. On vient puiser, faire tomber les masques et se livrer tel que l'on est. Et moi, je travaille à construire ces espaces bienveillants où on peut livrer ce qu'on est en tant qu'humain, c'est-à-dire une œuvre d'art à part entière avec toutes ses aspérités, toutes ses failles et aussi toute sa beauté. Oui. Toutes ces faiblesses. Ce qu'ils font les êtres humains. Oui. C'est pas un caillou. Mais je pense que c'est pour ça qu'une œuvre d'art est belle quand elle est imparfaite aussi. Et toi, tu travailles avec les formes, comme tu disais, ce côté très géométrique et très architectural aussi. Parce que je ne pense pas que tu vas chercher la structure parfaite ou l'harmonie parfaite, mais aussi ces torsions et ce travail de recherche autour à l'époque du corps et maintenant autour de la matière, du papier et de sa vulnérabilité, de sa fragilité. Oui, je cherche le sensible. C'est une belle métaphore de ce que c'est qu'être humain. Oui, exact. Et qu'est-ce que toi, tu aimerais passer comme message, justement, si tes œuvres pouvaient parler, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles disent ? Alors, tu vois, ça c'est très difficile comme question, je trouve, parce qu'il m'est difficile d'avoir la prétention, en fait, de dire voilà ce que ça dit ou voilà ce que ça peut dire. Voilà. Alors, mon message. Oui, excuse-moi, je te coupe parce que quelque part, lorsqu'on donne au monde une œuvre d'art, on laisse libre cours à l'interprétation de chacun. C'est ça ce que je veux dire. Et c'est cette dimension de liberté qui rejoint la liberté dont on parlait tout à l'heure. Liberté du corps, liberté de l'esprit. Mais toi, l'artiste et la femme et l'humain, l'humaine, qu'est-ce que tu aimerais quand même quelque part transmettre, hein, on sait que l'artiste n'a pas envie de laisser indifférent, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, on a envie de dire quelque chose, quelque part. Je dirais que, alors, je te rejoins dans le sensible et dans le féminin de mon travail. Je cherche le fragile, en fait. Voilà. Alors, si on pouvait dire que ce travail, il est d'une fragilité comme chaque humain est, c'est peut-être ça, en fait, que je cherche dans ce travail organique qui n'est pas, il représente pas vraiment quelque chose, c'est pas quelque chose, tu te dis pas tiens, c'est un bouquet ou c'est un humain ou c'est un couple ou j'en sais rien ou un animal. En fait, c'est abstrait, mais je cherche le sensible, voilà. Donc peut-être la fragilité de tout ça, voilà, la fragilité de la vie, la fragilité, l'instabilité de tout dans notre vie. La fragilité de l'instant. Voilà, c'est peut-être ça en fait que je recherche dans ce travail et que j'essaye de faire passer. C'est très blanc, il y a très peu de couleurs en fait. Voilà, c'est peut-être ça. C'est ce que tu aimerais qu'on garde de ton œuvre quelque part, peut-être pouvoir s'identifier ou être touché par la fragilité qui existe aussi en nous en tant qu'humains. Voilà. Bon, je suis quelqu'un de très fragile, on peut dire hypersensible. Est-ce que, après, tu as cette question de est-ce que l'hypersensibilité est une réelle fragilité? Pas forcément, mais c'est vrai qu'elle est souvent vécue comme fragilisante. Alors ça peut être une force, tu as raison, parce que justement, tu as des perceptions peut-être un peu... Je crois que tous les artistes sont extrêmement hypersensibles. Et je pense que tu l'es aussi avec ce que tu fais et ton ressenti avec l'autre et tout ce que tu as fait comme travail aussi sur toi. Oui, moi pendant des années, je me demandais qu'est-ce que j'avais. J'allais voir les psys en disant qu'est-ce que j'ai en fait? Est-ce que c'est un spectre autistique? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi cette différence? Tu as pu mettre donc le doigt sur ton hypersensibilité, absolument. Qui dérange beaucoup et qui en même temps, si tu arrives un petit peu à la dompter... Alors je dirais pas dompter parce que tu vois, j'aime pas cette notion de contrôle pour moi. C'est comme la matière en fait.
c'est en lui donnant forme, en la travaillant et en travaillant sur nous-mêmes que notre hypersensibilité devient une force. Mais c'est vrai que si tu la prends à l'état pur comme ça, c'est submergent l'hypersensibilité. Rien te submerge et te happe. Alors que quand tu sais mieux dealer avec, on va dire, plutôt que la contrôler ou... Oui, parce qu'elle est incontrôlable en fait. En plus, exactement. Dans tous les cas, tout ce que tu cherches à contrôler, déjà le contrôle est une forme de violence. Et je suis pas pour. Oui, c'est très dur. Et puis tout ce que tu cherches à contrôler va venir. Tu vois, on est ensuite dans le rapport de force. Et alors que quand tu t'ouvres et que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes, en général, en face, ça ne résiste pas non plus. Oui. Et c'est plus simple. Mais l'hypersensibilité est aussi une force quand on sait, encore une fois, la ramener à son intuition. Savoir entendre, savoir observer. En fait, elle nous permet ça naturellement. Tu vois, c'est un peu ce qu'on disait des enfants tout à l'heure. Quand on arrive à être profondément connecté et utiliser cette hypersensibilité pour ressentir le monde, eh bien, on est bien plus connecté à nous-mêmes et on sait mieux qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon, où est-ce qu'on vibre, qu'est-ce qui n'est pas fait pour nous, où est-ce qu'on n'a pas envie d'être et auprès de qui on a envie d'aller. Et tu vois, on apprend à mieux connaître et mieux savoir quelle place dans le monde est notre juste place. Oui. Tandis que quand tu es complètement coupé de cette sensibilité-là, pour ne pas dire cette hypersensibilité, tu peux parfois ne pas voir les choses, tu peux te planter, tu peux juste mettre tellement plus de temps à être réellement à l'écoute de toi-même et du monde. Tout à fait. Donc ça peut être une force extraordinaire quand on apprend à vivre avec et à ne pas lutter justement, à ne pas résister, à s'ouvrir à ça. Et c'est quelque chose d'autant plus important dans le travail artistique, je crois. D'aller travailler avec cette perception du monde, avec ses ressentis, avec cette sensibilité extraordinaire qu'ont les hypersensibles, cette hypersensibilité. Mais tu vois, c'est pour ça l'art, pour moi, ou ce que je fais dans mon travail, c'est presque de l'art-thérapie en fait. Voilà. Ça permet de te soigner ou d'aller mieux dans certaines fragilités qu'on peut avoir. C'est ce que ça t'a permis de faire. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que ton travail est de plus en plus clair, de plus en plus lumineux, de plus en plus transcendantal, j'ai envie de dire. Oui, c'est ce que je cherche. Aussi, on sent ton chemin de guérison en fait, à travers l'histoire de ton travail, à travers ton chemin artistique, on sent qu'il y a quand même une élévation. Oui, j'ai envie de dire. Ce que toi tu recherches aussi dans ce que tu fais. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le chemin spirituel pour moi consiste, alors Frédéric Lenoir le dirait très bien, de passer de l'ombre à la lumière, mais aussi de la matière à la conscience et à l'élévation, effectivement. Mais ça commence nécessairement par la matière, pour répéter ce que je disais tout à l'heure. Et c'est pour ça, tu vois, là on se rencontre, et je ne te connaissais pas, si je t'avais vu sur les réseaux sociaux, voilà. Mais je trouve que cette rencontre et cet après-midi, là, de partage, cette pause café. Oui, elle est facile. Elle est facile parce qu'en fait, on est à peu près dans les mêmes recherches ou la même fluidité de recherche et de connexion. Donc je suis ravie en fait, Kenza, de t'avoir rencontrée aujourd'hui. C'est vrai qu'on parle à peu près le même langage finalement à travers différents symboles, différentes choses, mais l'intention est la même au final. C'est de grandir en conscience et en amour. Complètement. Ah bah rien que pour ça, je te fais un hug à travers et vive l'amour et vive l'art. J'étais ravie de passer ce moment avec toi. Moi aussi. Et à plein d'autres cafés, à plein d'autres moments, et puis surtout à l'art, à la vie, à l'amour. Hein. Oui. Chin chin. Chin chin.